Bon bah à défaut de rentrée littéraire, puisque de toute façon je ne la suis jamais, vous aurez le droit à un bon gros book haul de Derrière les fagots. Allez, faites pas genre, je sais que vous adorez ça. Et toute ressemblance entre ma capillarité prononcée et la bestiole que j'ai sur mon t-shirt alias Chewbacca serait totalement fortuite. Encore que. Bonjour et bienvenue donc à tous dans une nouvelle vidéo qui sera donc un book haul. Et une fois n'est pas coutume, j'ai tapé une fois de plus dans ma petite réserve de livres qui attendent bien gentiment de vous être présentés, à l'exception de 3 bouquins, 2 que l'on m'a gentiment donnés et l'un que je ne pouvais qu'acheter. Mais je vous raconte tout ça tout de suite. Tout d'abord, on m'a très gentiment passé le roman La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel aux éditions Le Livre de Poche. Ce roman avait fait un énorme buzz lorsqu'il était sorti, et comme bien souvent lorsque c'est le cas, et bien du coup je ne l'ai pas lu. Voilà. Et vous voyez, même quand il est sorti en poche, je ne me suis pas jetée dessus parce qu'entre-temps, j'avoue que j'en ai entendu des retours pas forcément toujours très positifs. Mais bon, là on me l'a proposé, alors je me suis dit, pourquoi pas. C'était un peu l'occasion ou jamais de le découvrir. Alors, j'aime énormément cette couverture, mais pour ce qui est du résumé, j'avoue qu'au premier abord, c'est pas forcément le type d'histoire qui est susceptible de me plaire. Après, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et pour les quelques ermites qui seraient peut-être passés à côté de ce roman, je vous fais un rapide résumé. Il me semble que dans cette histoire, on va suivre une femme un petit peu, vous savez, le genre working girl, qui vit à 1000 à l'heure, toujours préoccupée par son boulot, sauf qu'un jour où elle se promène dans la rue avec son petit garçon qui est en skate, elle décroche son téléphone. Et malheureusement, son petit garçon traverse la rue et se fait renverser, je crois, par un camion. Toujours est-il qu'il atterrit donc à l'hôpital au service des urgences et qu'il se retrouve dans le coma. Et que suite à ça, notre maman working girl va décider de réaliser la liste des souhaits de son fils. C'est pas hyper clair, j'espère que vous aurez compris l'idée principale. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur du traitement de la mère et de la femme que je vais peut-être retrouver dans ce bouquin, mais bon. Je lui laisse sa chance, on verra bien. En plus de ça, il est extrêmement court et c'est écrit plutôt grand à l'intérieur. Donc je pense que ça va se lire assez vite. Et j'ai également récupéré un autre roman qui est dans un style tout à fait différent, puisqu'il s'agit de L'Américaine de Catherine Bardon aux éditions Pocket. Bon alors là, rien à voir puisque l'on va être avec le personnage de Ruth qui est une jeune femme qui vit en République dominicaine et qui, durant l'année 1961, va un jour prendre le bateau pour fuir son île et se retrouver à New York. Et au vu du résumé, on va vraiment se trouver dans une sorte de contemporain historique, puisque de ce que j'ai compris, on va suivre Ruth pendant plusieurs années à New York. Au travers de son parcours, on va également repasser par certains grands faits des États-Unis à cette époque, tels que par exemple l'assassinat de Kennedy, pour ne citer que ça. Et en parallèle, on va aussi parcourir les difficultés que Ruth va avoir concernant son identité, puisqu'elle ne va pas vraiment savoir comment se positionner entre femme de la République dominicaine, new-yorkaise. Et puis dans sa recherche d'identité, il semblerait qu'elle va être accompagnée d'un côté de sa grand-mère qui est restée en République dominicaine, de sa tante qui vit également à New York, ainsi que de sa marraine qui vit en Israël. Vous l'aurez donc compris, un melting pot de culture et d'origine, tout ça sous couvert de 3-4 femmes fortes pendant les années 60 aux États-Unis. C'est une petite bricasse et je comprends mieux pourquoi. Parce qu'à mon avis, il y a pas mal de choses à en dire. Bref, celui-ci, il va vraiment falloir que je trouve le bon moment pour le découvrir. Mais je me dis que c'est clairement le type un petit peu de saga familiale qui peut tout à fait faire chavirer mon petit cœur. Le roman suivant est le seul livre neuf de cette sélection, parce que si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que je suis plutôt en général adepte des achats d'occasion. Oui, mais voilà, quand je ne trouve pas forcément en occasion un titre spécifique que je cherche depuis des mois, je finis par me résoudre à l'idée de l'acheter en neuf. En plus de ça, il y a quelques semaines, ma maman est venue dans le Nord et elle voulait à tout prix visiter l'immense Furet du Nord que l'on a sur la grande place de Lille. Quelle mauvaise fille aurais-je été pour lui dire non? Je l'ai donc bien sûr accompagnée. Et durant cette petite escapade dans cette magnifique librairie absolument
gigantissime. J'ai donc enfin dégoté un roman qui me manquait depuis longtemps et qui est la continuité d'une saga que j'ai commencée. Bref, vous l'aurez compris, c'était vital, j'en avais besoin pour avancer dans cette saga. Ce qu'on a l'impression là que je me cherche des excuses, parce qu'à le dire à haute voix, je trouve que ça sonne un petit peu comme ça. Trêve d'excuses à deux balles, ce roman c'est donc Le Syndrome E de Franck Tillier aux éditions Pocket. Et oui, c'est enfin dans ce tome-ci qu'apparemment nos personnages de j'ai oublié leur prénom, c'est quand même fou. Preuve en est qu'il fallait vraiment que je me replonge dans cette saga. Fais marcher tes neurones, Lucie Hennebel et Franck Charcot vont enfin se rencontrer. Enfin. Alors pour le coup, c'est une saga que jusque-là j'ai réussi à lire dans l'ordre. Donc j'essaie vraiment de m'y tenir. Dans ce roman-ci, il semblerait qu'on va pas mal voyager puisque d'un côté on va retrouver notre policière Lucie Hennebel qui officie dans la ville de Lille et qui va être rappelée de ses vacances à cause apparemment d'un film qui rendrait aveugle. D'un autre côté, on va également retrouver Franck Charcot qui lui est un flic qui officie à Paris et qui va se retrouver avec 5 cadavres sur les bras. Jusque-là, j'ai envie de dire la routine pour lui. Et ces deux nouveaux coéquipiers forcés vont, semble-t-il, nous emmener des bidonvilles du Caire aux orphelinats du Canada. Lille, Paris, le Caire et le Canada, ça fait pas mal de kilomètres au compteur tout ça. Bref, c'est du Franck Tillier, c'est Lucie Hennebel et Franck Charcot. Ça va se lire, je pense, encore extrêmement bien. De toute façon, vous le savez, hein, je vais lire toute la saga, donc à un moment ou à un autre, il fallait bien que je me le procure. Est-ce que ça vous étonne si je vous dis que j'ai hâte de lire? Donc celui-là, à mon avis, je vous en reparle très vite. Le roman suivant, si j'ai bonne mémoire, il y en a pas mal d'entre vous qui me l'avaient recommandé. Et donc voilà, il est en ma possession et j'espère qu'il va me plaire parce que pour le coup, c'est une sacrée brique. Il s'agit de Tutura le père de Sandro Natteri aux éditions Pocket. Je vous avoue que rien que les premières phrases du résumé, ça m'a quand même vachement bien plu. Dans ce roman-ci, on va se retrouver pour le coup à Rome avec un homme qui va surgir sur la route pour demander à des voitures de s'arrêter et leur dire que son petit garçon a été kidnappé et que sa femme gît décapitée dans un champ proche de là. Jusque-là, on est sur un départ d'histoire glauque et dégueu à souhait, ce qui veut dire que ça risque de me plaire. Et pour résoudre ce mystère, le commissaire de police va faire appel à Dante Torre, qui est un spécialiste dans les kidnappings et les disparitions d'enfants, et pour cause, il a lui-même été kidnappé à l'âge de 6 ans, puis il a grandi enfermé dans un silo où il n'avait pour seul contact avec l'extérieur que la voix de son geôlier qui se faisait appeler le père. On est ma foi sur une histoire qui me semble bien tordue. Bon alors par contre attention, on est avec un auteur italien, avec un personnage spécialisé dans les disparitions d'enfants. Forcément ça me rappelle énormément Donato Carrisi qui est, je le rappelle, l'un de mes auteurs chouchous et plus particulièrement d'ailleurs son personnage de Mila Velasquez que j'aime d'amour. Donc ce roman risque peut-être de souffrir un petit peu de la comparaison. On verra bien. Bon après, comme je le disais, on est sur de la bonne grosse pavasse de presque 750 pages. Donc j'espère que ça se lit vraiment bien parce que sinon ça risque d'être un peu la galère. Bon, je regarde la pile. Vous serez pas étonnés hein, de voir que, un peu comme d'habitude, les 3/4 seront des thrillers et des policiers. Comme ça vous êtes prévenus. Si c'est pas votre cam, allez-y. Partez tout de suite, quittez la vidéo. Je me suis également procuré Preuve d'amour de Lisa Gardner aux éditions Le Livre de Poche. Alors ce résumé, il a vraiment tout pour me plaire. Donc je vous avoue que concernant celui-ci, je mets la barre assez haut. Puisque dans ce roman-ci, on va suivre au début de l'histoire une flic qui va abattre son mari en lui tirant dessus à 3 reprises avec son arme de service. Lorsque la police arrive, elle explique tout simplement que son mari était violent, qu'elle en a eu assez et que du coup elle l'a descendu. Jusque-là, ça paraît plausible étant donné qu'elle a des bleus sur le corps, sauf que les policiers tombent quand même sur un os lorsqu'ils vont se rendre compte que la petite fille de cette policière a tout simplement disparu de la maison et qu'à ce sujet elle reste bizarrement très évasive. Alors dans ce roman là on va retrouver l'inspectrice Didi Warren qui est, il me semble, l'un des personnages récurrents chez Lisa Gardner. D'ailleurs si je ne dis pas de bêtises, pour le coup ce n'était pas l'inspectrice qu'il y avait dans Derniers Adieux,
que j'avais beaucoup aimé, malgré les araignées, je le rappelle. Et j'espère donc qu'on va se retrouver avec un face-à-face entre ces deux femmes que j'espère à la fois explosif et psychologique. Et puis du coup, si le personnage de Didi Warren sait me séduire, j'en serais ravie puisque je sais que je la retrouverai dans d'autres romans. Et si vous êtes expert en Didi Warren, laissez-moi en commentaire lequel vous préférez de toutes ces aventures. Comme ça, la prochaine fois que j'irai en bouquinerie d'occasion, je saurai peut-être vers quoi me tourner. Le roman suivant ne devrait absolument pas vous étonner si vous êtes familier de la chaîne, puisqu'il s'agit de La Belle et la Bête de Thierry Jonquet aux éditions Folio. Je vous l'ai dit, les Thierry Jonquet, je veux tous les lire. Donc forcément, lorsque je tombe sur un de ces titres en occasion, je ne réfléchis même pas. Thierry Jonquet est également en passe de devenir l'un de mes auteurs chouchous, donc bon. Et puis si vous voulez le découvrir, sachez que ces romans sont en général tous très courts, donc comme on dit chez moi, ça mange pas de pain. Les résumés de ces romans sont toujours très bizarroïdes et énigmatiques, donc plutôt que d'essayer de vous faire un résumé qui n'aura ni queue ni tête, je vais plutôt vous lire les quelques lignes qui font la 4e de couverture. Ça me paraît mieux. Léon est vieux, Léon est moche, très moche. Léon est sale, vraiment très sale. Léon se tient très mal à table. C'est dans sa nature. C'est triste? Non. Léon a enfin trouvé un ami, un vrai de vrai. Seulement voilà, le copain en question est un peu dérangé. Parfois, dangereusement. Mais Léon est indulgent envers ses amis. Pas vous? Je sais pas vous, mais moi, ce type de 4e, ça fleure bon l'originalité et le bon roman. En tout cas, jusque-là, je ne crois pas avoir eu une seule déception avec Thierry Jonquet. Donc voilà, celui-ci va y passer très vite. Le prochain, on ne se moque pas de ma prononciation, parce que je vais faire au mieux. Il s'agit de Zone d'anomalie d'Andrei Kokotuka aux éditions Pocket. Voilà, je pourrais pas le sortir mieux. De quelle origine qu'il est? Nous sommes en présence d'un auteur ukrainien qui a apparemment écrit quand même une 60aine de bouquins. C'est pas mal. Et pourtant, il est né qu'en 1970. Plutôt prolifique le monsieur. Bon, pour ce qui est de l'histoire, je vais vous le faire très simple avec ce que j'en ai compris. On va se situer dans une ville absolument imprononçable qui se situe en Ukraine, qui a été complètement désertée suite à la catastrophe de Tchernobyl. Un jour, une nana se rend là-bas, le lendemain, elle est interviewée pour un article, elle parle d'une découverte, je crois qu'elle a fait là-bas. Et manque de bol, 24 heures après, elle disparaît. Donc notre journaliste va, je pense, enquêter un petit peu sur les conditions de sa disparition et il risque de passer un mauvais quart d'heure, je pense. Voilà, j'en sais pas plus, on va être avec la catastrophe de Tchernobyl. C'est un sujet que je lis assez peu et qui pourtant m'intéresse pas mal, donc voilà. J'avais pas besoin de plus. Le prochain est un classique dans le genre, puisque je me suis également procuré à quelques secondes près d'Harlan Coben, toujours aux éditions Pocket. J'allais dire que comme d'habitude, ce book haul sera sponsorisé livre de poche, mais non, je viens de regarder et j'ai 2 grands formats dans cette sélection. Waouh! C'est assez rare pour le noter, je trouve. Bon, alors il semblerait que celui-ci fait partie de la saga sur Myron Bolitar, dont j'ai lu 1 ou 2 romans, je ne sais plus. Sauf qu'ici, on va suivre le neveu de Myron Bolitar qui s'appelle Mikey Bolitar. Et comme d'habitude avec Harlan Coben, je crois qu'on va être sur un espèce de jeu de piste qui va remonter dans le passé puisque Mikey va enquêter sur la disparition d'une de ses amies, je crois. Non! Je dis n'importe quoi, son ami a été retrouvé blessé par balle et du coup il va essayer de trouver l'agresseur. Je sais pas vous, mais moi ça me fait toujours un petit peu rire ces personnages qui ne sont absolument pas flics, mais qui du jour au lendemain, comme ça, deviennent des espèces d'enquêteurs super doués. Bref, c'est du Harlan Coben, je ne les lis pas pour leur crédibilité, mais plutôt pour le côté hyper divertissant et facilité de lecture, dirons-nous. Grosso merdo, quand j'ai besoin de reposer mon cerveau, voilà, c'est tout à fait le genre de lecture sur lequel je peux jeter mon dévolu. Puis en plus de ça, celui-ci est extrêmement court, donc connaissant un petit peu la plume d'Harlan Coben, je pense qu'il va être très vite dégommé. Le prochain, je n'en ai absolument jamais entendu parler, mais ce résumé m'a appelé. Et puis aussi justement le fait que je n'en ai jamais entendu parler nulle part.
ça a un petit peu piqué ma curiosité, je le reconnais. Il s'agit de Zacharie de John Lagalite aux éditions toujours Pocket. Oui, alors on est en présence d'une couverture qui, ma foi, date d'une paire d'années. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a été publié, mais on sent qu'il est quand même pas tout jeune. Oh oui, 99. C'est bien, j'avais 10 ans quand il est sorti. Bref, ici on va suivre le jeune Zacharie qui a 10-12 ans, qui vit tout seul avec sa mère qui est infirmière de nuit. Et il semblerait qu'il se passe des choses un petit peu étranges dans son quartier. Du coup, Zacharie se fait un petit peu de soucis pour sa mère qui forcément va travailler ou rentre du travail durant la nuit. Et ce que Zacharie fait, c'est que tous les jours, avec ses jumelles, il va tout simplement épier le quartier et raconter à son voisin, qui est également son meilleur ami et qui est un vieux monsieur tétraplégique, ce qui se passe, qu'il voit. Et bon, Zacharie a malgré tout l'impression que son voisin lui cache certaines choses. Un roman à suspense entre un petit garçon, un brin curieux, et un vieil homme tétraplégique, moi ça ne pouvait que m'appeler. Parce que bon, c'est typiquement le genre de résumé que je ne lis pas tous les jours. Donc quand je suis tombée dessus, j'ai flairé potentiellement la petite pépite. Voilà, je ne l'ai pas lu, je mets un billet là, les paris sont ouverts, on verra bien. Bon, sinon c'est un roman assez court de 250 pages environ, donc il sera vite lu, donc je vous en reparle très rapidement. Autre tout petit roman qui va être bouffé très vite je pense, il s'agit de En voiture Simone d'Aurélie Vallogne aux éditions Le Livre de Poche. Oui, je sais, j'ai déjà la cerise sur le gâteau dans ma pile à lire. Dans ma pile à lire. Cette phrase ne veut rien dire. Je disais donc, j'ai déjà la cerise sur le gâteau qui m'attend bien sagement dans ma pile à lire, mais celui-ci est beaucoup plus court. Donc voilà, si j'ai besoin d'une petite lecture rapide, celui-ci fera vraiment l'affaire. Bon, Aurélie Vallogne, on commence à connaître sa plume, c'est du contemporain qui se lit très bien, avec une petite dose d'humour, un espèce de petit feel-good de l'été, et pas que d'ailleurs, que j'aime assez bien de temps en temps. J'avoue, je n'en lirai pas tous les jours, au risque d'en faire une overdose, mais écoutez, de temps en temps, entre deux bons gros serial killers bien dégueulasses, bah ça passe plutôt bien. On va être là sur une comédie familiale, sur toute une famille avec fils et belle-fille qui vont se retrouver dans une grande maison en Bretagne avec apparemment la grand-mère et le chien qui risquent de remuer un petit peu tout ça et de créer des étincelles. Bon, je vous avoue que je n'en attends pas grand-chose, si ce n'est ma foi, de passer un bon petit moment, mignon, doudou. Et si en plus de ça, je peux rigoler à une ou deux reprises, je dis pas non. Je vais faire sa fête aux deux mouches qui sont en train de tourner autour de moi et qui me rendent chèvre. Et je reviens tout de suite. Bien sûr, le temps que j'aille chercher la tapette, elles se sont fait la malle. Rigolez pas, je suis sûre que vous avez exactement les mêmes chez vous. Bon, sur ce, on reprend. Je n'ai plus que 5 romans à vous présenter. Alors on reste concentré. Le roman suivant, là encore, c'est une auteure que je commence maintenant à franchement bien connaître. Alors quand je dis ça, on est d'accord, c'est pas au niveau personnel, hein. C'est par rapport à son écriture. Puisque je me suis procuré De Force de Karine Jebel aux éditions Pocket. Dans ce roman-là, on va suivre une jeune femme qui est la fille d'un chirurgien très réputé qui va un jour se faire violemment agresser et qui va être sauvé de justesse par un jogger. Et il semblerait que par la suite, le tueur, ou en tout cas l'agresseur, n'ait qu'une idée en tête, celle de terminer le travail qu'il avait commencé. Et au lieu de prévenir tout simplement la police pour une raison assez obscure, le grand chirurgien en question va tout simplement enfermer sa fille dans sa grande propriété avec plusieurs de ses proches et tout ça va donner lieu à un huis clos qui va mal se passer. Bah oui, parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire. Bon bah c'est du Karine Jebel, je connais son écriture, je sais que ça se lit toujours très bien. En règle générale, ça me plaît plutôt pas mal. J'ai peut-être eu une ou deux déconvenues, mais j'ai aussi eu beaucoup de cœur avec elle. D'ailleurs, ce résumé me rappelle pas mal son roman Juste une ombre, que j'avais dans mes souvenirs vraiment beaucoup aimé. Donc j'espère juste qu'on va pas être sur une redite, mais je ne pense pas, parce que là on est vraiment sur une sorte de huis clos. Bref, on va arrêter les suppositions, je vais le lire et je vous en reparlerai en ayant tous les tenants et les aboutissants.
ce sera beaucoup mieux. Et depuis tout à l'heure, je vous présente pas mal de thrillers et je me dis, ou plutôt je me réjouis, du fait que dans 2 mois, nous serons au Black November. Du coup, je vais peut-être les mettre de côté histoire d'avoir du choix pour ce challenge qui, je le rappelle, est le challenge que je ne raterai pour rien au monde. Et pour ceux qui se poseraient peut-être la question, non, cette année, je n'ai pas prévu de participer au Pumpkin Autumn Challenge parce que pas le temps, pas forcément l'envie cette année. Donc voilà, on verra l'année prochaine. Le prochain pourra peut-être également se retrouver dans l'une des semaines du Black November, puisqu'il s'agit de La femme à la fenêtre d'Aji Finn aux éditions toujours Pocket. Ah, et pour ceux qui se poseraient peut-être la question, non, je ne suis absolument pas en partenariat avec Pocket, mais si ça devait arriver, je dirais pas non. Bref, dans La femme à la fenêtre, on va suivre une femme qui vit pas mal recluse chez elle, je crois suite à une séparation. Grosso merdo, elle passe ses journées à lire des polars, à jouer aux échecs sur internet et surtout à se gaver de vin blanc et de médicaments. Et entre 2 parties d'échecs, son petit kiff personnel, c'est tout simplement d'espionner ses voisins et en l'occurrence une famille qui vient d'emménager en face de chez elle, qui compte donc le mari, la femme et un adolescent, jusqu'au jour où elle va apparemment être témoin d'un crime. Sauf que bon, vu l'état de la madame et vu ce qu'elle ingurgite tous les jours, la police a un peu du mal à la croire. Alors, vérité ou hallucination, à mon avis, c'est là-dessus que le suspense va reposer. On est d'accord qu'en soi, c'est une construction narrative pas extrêmement originale. D'ailleurs, j'ai l'impression d'être un petit peu entre L'enfant au caillou et La fille du train. Mais bon, comme c'est 2 romans que j'avais vraiment beaucoup aimés, je me dis que pourquoi pas, un hybride entre les 2, ça peut peut-être le faire. Ah puis là encore, hein, on est sur de la bonne grosse briquette. Hein. Si vraiment j'ai besoin de caler un meuble, j'ai plus qu'il n'en faut à la maison. D'ailleurs, le problème qui est vraiment en train de se poser très fortement, c'est d'acquérir une nouvelle Billy. Parce que là, je sais plus où les mettre, mes briquettes. Le roman suivant est, là encore, un roman d'une de mes auteurs chouchou. Vous allez dire, il y en a pas mal dans cette sélection. Bah oui, c'est comme ça, je crois que l'hiver arrivant, j'ai envie de lecture un petit peu doudou pour moi, puisqu'il s'agit de Une petite douceur meurtrière de Nadine Monfils, aux éditions Pocket. Je vous jure, c'était pas fait exprès. Bon alors, comme souvent avec les résumés des romans de cet auteur, on avait quelque chose de très nébuleux et très mystérieux. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'il va y être question d'un homme qui va rouler sur le bras d'une femme qui se trouve sur la route. Bien sûr, pas avec le reste du corps accroché, sinon ce serait pas drôle. C'est un des rares, très rares, roman de Nadine Monfils que je n'ai pas encore dans ma bibliothèque. Comme d'habitude, c'est très court, ça se lit très bien. Je ne sais pas s'il fait partie d'une de ces sagas, de celle de Pandore peut-être, ou si c'est un one-shot. De toute façon, je vais tous les lire et je vais finir assez rapidement, je pense, par tous les lire. Dès qu'il est lu, de toute façon, je vous en reparle. Mais je suis en train de me dire que cette couverture fait quand même pas mal Halloween, un brin creepy. Je pense que pour le mois d'octobre, ça pourrait être top. Bon, et on va terminer avec 2 grands formats, hein, histoire de casser un petit peu la routine, puisque j'ai fait l'acquisition de La Rage de Zygmunt Milosevski aux éditions Fleuve. Bon, j'avoue, c'est un petit peu aussi la couverture qui m'a attirée. Parce qu'avec cet aspect vraiment papier recyclé hyper brut, bah, c'est le genre de truc qui, moi, me plaît assez. En plus de ça, Milosevski est un auteur polonais et je ne pense pas avoir déjà lu de romans d'un auteur polonais, donc bon bah forcément ça me donnait envie de sauter le pas, hein, voilà, en bonne globe-trotteuse littéraire que je suis. Dans cette histoire-là, on va être avec un procureur qui s'appelle Theodor Sawski. Je suis désolée, hein, mais du coup, les noms polonais, j'ai un petit peu de mal. Je fais là encore au mieux. Qui se sent pas hyper bien dans ses baskets depuis qu'il a rompu avec sa femme, qu'il a quitté Varsovie avec sa fille adolescente. Et par conséquent, un jour où il reçoit la plainte d'une femme pour violence conjugale, il va pas vraiment prendre la mesure de cette plainte et il semblerait qu'il va un petit peu laisser couler. Et malheureusement, ça va assez mal se terminer. À ça va se greffer une vieille histoire de meurtre irrésolu et surtout, il semblerait
un individu qui va un petit peu jouer les justiciers modernes et redresser un petit peu les torts qui sont faits à certaines victimes et que la justice n'a pas vraiment pris en compte. C'est grosso merdo ce que j'ai compris du résumé. Une sorte de thriller mais qui se situe en Pologne. Moi je dis pourquoi pas. Après tout, j'ai jamais tenté, ce sera donc l'occasion. Bon, par contre là encore on est sur de la bonne grosse pavasse, donc bon. Décidément, pour une nana qui a beaucoup moins le temps de lire dernièrement, j'ai une fâcheuse tendance à me tourner vers des livres de plus de 500 pages. Allez savoir pourquoi. Mon esprit de contradiction, je pense. En tout cas, c'est la première raison qui me vient à l'esprit. Nous allons donc terminer ce book haul avec un livre d'une auteure dont j'ai pas mal entendu parler et je ne sais pas si elle va me plaire. Je suis honnête avec vous, hein, j'ai des doutes. Mais comme j'avais envie de trancher la question, voilà, je me suis dit, teste un de ces bouquins, tu vas tout de suite savoir. Et il s'agit de L'espoir d'Enechov d'Anne B. Raj aux éditions, là encore, Fleuve. Bon alors là on est clairement avec une saga familiale qui se passe en Norvège. Le petit problème, c'est qu'il me semble que ce roman-ci est potentiellement un tome 2 ou un tome 3, ou bref, pas un tome 1 quoi. Bon, malheureusement vous le savez, c'est la malédiction de la personne que vous voyez en face de vous. J'y peux rien. Bien souvent, lorsque je choisis un bouquin au hasard, il fait partie d'une saga et ce n'est pas le premier tome. Alors vous allez me dire, t'as qu'à te renseigner. Oui, vous avez raison, mais bon. Il arrive par moments que je sois prise dans la frénésie d'achat et que je m'emballe un peu trop et que je ne regarde pas avant d'acheter un livre. Bon, rigolez pas, je suis sûre que ça vous arrive à vous aussi. Par conséquent, je n'ai pas compris grand chose à la 4e de couverture. Donc si, contrairement à moi, vous êtes un petit peu plus renseigné sur cet auteur, s'il vous plaît, dites-moi si je peux lire celui-ci sans avoir lu les précédents, ou s'il ne s'agit bien d'un tome 1, ce qui m'étonnerait fortement. Bref, dites-moi si je peux le lire sans être complètement paumé, parce que là, tout de suite, j'y sais pas. Et sinon, pourquoi j'ai acheté ce bouquin? Bah, tout simplement parce que c'est Anne B. Raj, que j'en ai beaucoup entendu parler. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est toi, Amélie, qui a déjà lu des livres de cet auteur. Et il me semble que j'en ai entendu parler dans des termes plutôt élogieux. Alors, même si c'est pas typiquement le type de roman que j'ai l'habitude de lire et qui me font le plus kiffer, bah, je me dis, voilà. De temps en temps, histoire de sortir un petit peu de ma routine et de ma zone de confort, pourquoi pas, ça peut le faire. En plus de ça, là on est quand même sur une couverture clairement hivernale, donc j'ai envie de dire, celui-ci c'est cet hiver ou jamais. Voilà, donc comme vous l'aurez vu, aujourd'hui c'était vraiment petit book haul en mode gros chill, absolument rien préparé. Je vous avoue que je sais pas ce que ça donnera au montage, mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, que les commentaires sont ouverts, hein, que si vous voulez me faire des remarques concernant les vidéos, parler des livres que je vous ai présentés aujourd'hui ou d'autres, bref, que sais-je, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire, je prendrai le temps de répondre à chacun comme d'habitude. Ça vient aussi de me faire tilt, mais concernant le concours pour les 2000 abonnés, ce qui est ridicule puisque l'on est presque arrivé à 3000, mais bref, coronavirus entre temps, blablabla, vous connaissez l'histoire. Oui, malheureusement je n'ai toujours pas fait le concours, mais je ne l'ai pas oublié et il aura bien lieu. J'ai enfin fait l'acquisition de tous les lots que je voulais faire gagner. Donc désormais, j'ai juste à me renseigner un petit peu sur la réglementation et comment mettre en place ce concours. Tout ça pour vous dire que ça arrive très prochainement sur la chaîne. Et que si à ce moment-là, on est arrivé aux 3000 abonnés, j'aurais vraiment l'air con. Mais bon, c'est pas grave, j'assume. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura diverti et que pourquoi pas vous y aurez fait de jolies découvertes. J'espère donc vous retrouver très prochainement sur cette chaîne. En tout cas, moi, je serai au rendez-vous. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs et je vous dis à très bientôt. Bye!